Le seul moyen d'atteindre les étoiles les plus lointaines est de rester parfaitement immobile là où vous êtes. Ça semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que suggère la relativité générale que nous connaissons depuis 1916. Au lieu d'accélérer le vaisseau, il s'agit de contracter l'espace devant lui et de le dilater derrière. Avec cette technique, vous pourriez atteindre Alpha du Centaure, à 4 années-lumière, en quelques jours seulement. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est la facture de ce voyage. Car pour courber l'espace de cette manière, il faudrait compresser une énergie équivalente à la masse de Jupiter dans la taille d'un atome. C'est pourquoi ce plan, théoriquement parfait, se transforme en une mission suicide, pratiquement impossible. Si vous aussi, vous voulez explorer cette ligne fine que la physique autorise mais que la réalité interdit, abonnez-vous maintenant. Attachez vos ceintures. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que les équations d'Einstein érigeaient un mur incassable autour de l'univers. Le monde de la physique avait accepté qu'il était impossible de voyager plus vite que la lumière, que c'était une loi de la nature, non négociable. Les articles d'Einstein de 1905 semblaient avoir dressé une barrière infranchissable autour du cosmos. Pourtant, les physiciens ont découvert quelque chose d'extraordinaire, enfoui dans les propres mathématiques d'Einstein. Ce n'était pas un moyen de briser la limite de vitesse, mais de la contourner complètement. Ces nouvelles propositions théoriques suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être courbé pour transporter un vaisseau spatial d'un bout à l'autre de l'univers, sans violer la moindre loi de la physique. Mais le prix de cette solution impose des contraintes si lourdes qu'elles font paraître la limite de vitesse originale bien simple en comparaison. Considérer la vitesse de la lumière comme un simple obstacle technologique est la plus grande erreur de l'humanité. 299 1792 km par seconde. Ce n'est pas seulement une vitesse que nous ne pouvons pas dépasser. C'est une propriété structurelle, tissée dans la fabrique même de la réalité. Pour comprendre pourquoi cette barrière existe, nous devons briser nos intuitions sur le mouvement, qui nous ont servi pendant des millions d'années d'évolution. Car, lorsqu'un objet approche les 300 000 km par seconde, toutes vos hypothèses sur la distance, le temps et la vitesse s'effondrent. Ces règles ne changent pas, parce que la physique devient compliquée à haute vitesse, mais parce que les règles simples que nous connaissons ne sont que des approximations, valables uniquement pour notre monde lent. En 1905, un employé de bureau des brevets de 26 ans, Albert Einstein, publia 4 articles qui firent voler en éclats la physique de Newton. Son but n'était pas d'imposer une limite de vitesse cosmique. Il essayait simplement de résoudre la contradiction entre l'électromagnétisme et le mouvement. Selon la physique de Newton, les vitesses s'additionnaient. Si vous lanciez une balle depuis un train en mouvement, la vitesse de la balle se combinait à celle du train. Mais les équations de James Clerk Maxwell montraient que la lumière se déplace à une vitesse constante, environ 300 000 km par seconde, indépendamment de la vitesse de sa source. Même si vous couriez vers un faisceau lumineux à la moitié de la vitesse de la lumière. Ce faisceau s'approcherait de vous exactement à la même vitesse. Cette situation est contre-intuitive, mais elle a été prouvée sans l'ombre d'un doute par des expériences. Einstein a résolu cette contradiction avec une proposition radicale. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une constante mesurée, c'est une propriété fondamentale de l'espace-temps. Tous les observateurs doivent mesurer la même vitesse pour la lumière,
car l'espace et le temps eux-mêmes s'étirent et se courbent pour garantir ce résultat. C'est pourquoi, à mesure que vous accélérez, le temps ralentit pour vous et votre masse augmente. Ce n'est pas une illusion. Alors, quelle facture l'univers nous présente-t-il lorsque nous approchons de la vitesse de la lumière? Ce qui est vraiment effrayant, c'est le mur d'énergie qui se dresse devant nous à mesure que nous accélérons. Lorsqu'un vaisseau spatial atteint 90% de la vitesse de la lumière, ses horloges ralentissent de moitié par rapport à la Terre. Mais à 99%, la facture énergétique a déjà atteint des proportions astronomiques. Accélérons encore. Lorsque vous atteignez 99,9% de la vitesse de la lumière, la dilatation du temps est multipliée par 22. Le besoin en énergie devient si abrupt que l'énergie nécessaire pour passer de 99% à 99,9% est supérieure à celle nécessaire pour passer de 0 à 99%. C'est une courbe asymptotique. Quand votre vitesse atteint 99,999%, le facteur de dilatation du temps et d'augmentation de la masse dépasse 700. À ce stade, l'énergie nécessaire pour franchir ces dernières fractions est supérieure à l'énergie totale produite par les étoiles pendant des millions d'années. Pour amener n'importe quel objet doté de masse à la vitesse exacte de la lumière, il faudrait plus que toute l'énergie de l'univers observable. Ce n'est pas un problème d'ingénierie qui attend de meilleurs moteurs. C'est une impossibilité mathématique intégrée dans la structure de l'espace-temps. La barrière de la vitesse de la lumière n'est pas un mur que vous pouvez percer avec suffisamment d'énergie à mesure que vous vous en approchez. Les concepts de distance et de temps se déforment autour de vous pour vous empêcher de la franchir. C'est comme si la ligne d'arrivée s'éloignait de vous plus vite que vous ne vous en approchez. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en 1916, Einstein a proposé une seconde théorie qui a changé la donne. La relativité générale. Cette théorie a défini la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps, causée par la masse et l'énergie. Ce nouveau cadre d'Einstein a laissé une porte dérobée, qui n'a été pleinement comprise qu'en 1994. La relativité restreinte dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans l'espace. Mais la relativité générale fait une distinction cruciale. Les objets ne peuvent pas aller plus vite que la lumière dans l'espace, mais il n'y a aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace-temps lui-même peut se dilater ou se contracter. Pendant l'inflation cosmique après le Big Bang, l'espace s'est dilaté si rapidement que des régions se sont séparées les unes des autres, bien plus vite que la lumière. Aujourd'hui encore, les galaxies, à la limite de l'univers observable, s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Ces galaxies ne se déplacent pas à des vitesses supraluminiques dans l'espace. C'est l'espace entre nous qui se dilate. Ce n'est pas un détail technique. C'est une propriété fondamentale de la physique. Imaginez une fourmi marchant sur un ballon qui se gonfle. La fourmi respecte sa propre limite de vitesse, mais la surface du ballon peut se dilater bien plus vite que la fourmi ne peut marcher. C'est en utilisant ce principe que le physicien Miguel Alcubierre a proposé en 1994 une métrique de propulsion de distorsion, ou warp drive. L'idée n'est pas de déplacer le vaisseau dans l'espace, mais de modifier la géométrie de l'espace-temps autour du vaisseau. Le vaisseau se trouve à l'intérieur d'une bulle d'espace plat. L'espace devant la bulle est compressé, tandis que l'espace derrière est dilaté. Cela ne déplace pas le vaisseau. Cela déplace le morceau d'espace dans lequel se trouve le vaisseau par rapport au reste de l'univers. C'est comme un surfeur sur une vague.
Le surfeur ne bouge pas par rapport à l'eau. C'est la vague qui bouge et transporte le surfeur. Les passagers à l'intérieur de cette bulle ne ressentiraient aucune accélération. Localement, ils ne dépasseraient jamais la vitesse de la lumière. Ils resteraient immobiles dans leur petit espace plat. Mais cette région plate au sein de cette onde de géométrie déformée se déplacerait plusieurs fois plus vite que la lumière par rapport aux observateurs extérieurs. Un voyage de 4 années vers Alpha du Centaure pourrait prendre des jours ou des heures grâce à cette géométrie. Les mathématiques le permettent. Les équations du champ d'Einstein contiennent des solutions exactes, rigoureuses, correspondant à ce type de bulle mobile. Ce n'est pas une astuce, c'est une exploitation de la structure même de la relativité générale. Pourtant, cette permission mathématique se heurte à l'un des plus grands obstacles de la physique, le problème de la matière exotique. Quand Alcubierre a réinjecté sa métrique dans les équations d'Einstein, il a découvert que le type de matière nécessaire pour créer cette géométrie était choquant. Une bulle de distorsion nécessite une densité d'énergie négative. Pas une énergie faible ou nulle, mais une énergie inférieure à celle du vide de l'espace. La matière normale courbe l'espace-temps pour créer une gravité attractive. La matière exotique lasse avec son énergie négative. Doit faire l'inverse, repousser l'espace pour compresser l'avant de la bulle et dilater l'arrière. La mécanique quantique montre que de l'énergie négative peut être produite à de très petites échelles dans des phénomènes comme l'effet Casimir. Parmenides. Les calculs originaux d'Alcubierre suggéraient que l'énergie négative nécessaire pour une bulle de distorsion fonctionnelle était équivalente à l'énergie de masse de l'univers observable. Des révisions ultérieures ont réduit cette quantité à la masse d'un Jupiter, puis, plus tard, à la masse d'une sonde voyagée. Mais le problème n'est pas la quantité, c'est la qualité. Même un kilogramme d'énergie négative est des trillions de fois au-delà de ce que la physique connue peut fournir. La nature ne semble pas autoriser l'existence de quantités macroscopiques d'énergie négative. Les inégalités quantiques exigent que toute région d'énergie négative soit équilibrée par de l'énergie positive à proximité immédiate. La dette doit donc être remboursée immédiatement, avec les intérêts. Il y a pendant des années, les physiciens ont pensé que cette exigence d'énergie négative faisait de la propulsion de distorsion un simple fantasme mathématique. L'équation fonctionnait sur le papier, mais l'univers ne fournissait pas le matériau pour la concrétiser. C'était comme une voiture autorisée à rouler, mais sans carburant. Pourtant, de nouveaux articles publiés ces dernières années ont avancé une affirmation qui pourrait changer radicalement la situation. Des scientifiques suggèrent avoir trouvé des moyens théoriques de créer des géométries de type warp, sans avoir besoin de matière exotique, en utilisant uniquement l'énergie positive que nous connaissons. Si cela est vrai, le mur de l'impossibilité pourrait soudainement se transformer en un problème d'ingénierie. Mais ces nouvelles solutions proposées amènent avec elles, et ces nouvelles propositions de solutions ont apporté avec elles des obstacles physiques encore plus profonds, plus fondamentaux que le problème de la matière exotique. Éliminer le besoin de matière exotique semblait résoudre le problème. Mais en réalité, cela ne faisait que le déplacer. Car lorsque les physiciens ont examiné ces modèles théoriques fonctionnant à l'énergie positive, ils ont réalisé que pour protéger sa limite de vitesse, l'univers ne possédait pas un seul mur, mais un système de défense complexe et imbriqué. Pour comprendre pourquoi quelque chose de mathématiquement possible peut se transformer en un cauchemar physique, nous devons examiner les détails de ces nouvelles solutions. Juge les propulsions de distorsion à vitesse constante, fonctionnant à l'énergie positive. Ou solution de soliton,
comme les appellent les physiciens, semblent merveilleuses sur le papier. Elles n'ont pas besoin d'énergie négative, ce qui signifie qu'elles ne violent pas les conditions énergétiques connues de l'univers. Mais les conditions requises pour que ces modèles fonctionnent anéantissent complètement l'idée d'un moyen de transport pratique. Le plus grand handicap de ces bulles est leur incapacité à accélérer ou à ralentir. Les mathématiques disent que cette géométrie ne peut exister que si, et seulement si, elle se déplace à une vitesse constante pour l'éternité. Pensez-y de cette façon. Vous ne pouvez pas créer une bulle de distorsion. Cette bulle doit exister depuis le début de l'univers et continuer d'exister pour toujours. Si elle ne s'est pas formée lors du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Vous ne pouvez pas la produire en laboratoire aujourd'hui. Pire encore, si vous vouliez monter à bord pour aller sur Alpha du Centaure, il serait impossible pour cette bulle de s'arrêter. Vous arriveriez à destination à 10 fois la vitesse de la lumière. Mais vous ne pourriez pas freiner, car le mécanisme de freinage est contraire à la physique. Vous passeriez à côté de votre destination à la même vitesse et poursuivriez votre voyage vers l'infini. Ce n'est pas un transport barre verticale, c'est un piège cosmique. La permission mathématique se transforme en une prison physique. Et de plus, ces solutions à énergie positive sont confrontées à un problème bien plus critique appelé stabilité. La géométrie d'une bulle de distorsion repose sur un équilibre si délicat que la moindre perturbation extérieure ferait s'effondrer toute la structure. On peut comparer cela à un crayon en équilibre sur sa pointe. Mathématiquement, si les forces sont parfaitement équilibrées, le crayon peut rester droit indéfiniment. Mais dans le monde réel, le mouvement d'une seule molécule d'air dans la pièce, une vibration microscopique ou une fluctuation thermique brise cet équilibre en quelques nanosecondes. Le crayon tombe. Il en va de même pour les bulles de distorsion. Une courbure aussi extrême de l'espace-temps est incroyablement fragile face aux fluctuations quantiques. Une déviation d'1 millimètre dans la paroi de la bulle provoquerait l'effondrement chaotique de toute la géométrie. Cet effondrement n'est pas une extinction silencieuse. C'est la libération soudaine de l'énergie colossale transportée par la bulle. Cela signifie que le vaisseau spatial et tous ses occupants se vaporiseraient dans une version miniature d'une explosion de supernova. Ainsi, l'univers a tendance à détruire les structures qui tentent de violer la limite de vitesse en les déstabilisant dès leur phase de formation. Mais, disons que nous trouvons, d'une manière ou d'une autre, une bulle stable et que nous y entrons. Cette fois, nous sommes confrontés au problème de l'horizon. Lorsqu'une bulle de distorsion se déplace plus vite que la lumière, le lien de causalité entre la partie avant de la bulle et les passagers à l'intérieur est rompu. Pourquoi ? Parce que la paroi avant de la bulle s'éloigne plus vite que n'importe quel signal que vous pourriez envoyer. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Mais si l'avant de la bulle se déplace à 600 000 km par seconde, la commande « tourner à droite » ou « arrêter » n'atteindra jamais la paroi avant. Cette situation est comme si le volant, le frein et l'accélérateur de votre véhicule se trouvaient à un endroit que vous ne pouvez pas atteindre. Vous seriez piégé dans la géométrie de l'espace-temps que vous avez vous-même créée, dans une poche aveugle et sourde, complètement isolée du monde extérieur, si vous ne pourriez pas voir ce qui se trouve devant vous, car la lumière venant de l'extérieur ne pourrait pas non plus vous atteindre. Il n'y aurait aucun moyen de savoir si vous vous dirigez vers une étoile, une planète ou un champ d'astéroïdes. C'est comme conduire sur une autoroute à 1000 km/h
les yeux bandés, les oreilles bouchées et s'envolant. Le simple fait que ce soit mathématiquement possible ne signifie pas que vous pourriez y survivre. Pourtant, l'obstacle le plus terrifiant est peut-être le danger qui vous attend, vous et le reste de l'univers, à votre point d'arrivée. L'espace n'est pas aussi vide qu'on le pense. Dans le milieu interstellaire, il y a en moyenne un atome par centimètre cube. Cela peut sembler une densité très faible, mais sur un voyage de trillions de kilomètres, ces atomes s'accumulent, une bulle de distorsion, en compressant l'espace devant elle, balaie également tout le gaz, la poussière et les rayons cosmiques sur son chemin. Ces particules sont piégées sur la paroi avant de la bulle et sont compressées jusqu'à atteindre des énergies incroyables. L'énergie accumulée pendant le voyage serait libérée en un seul instant lorsque le vaisseau atteint sa destination et que la bulle s'arrête, si elle peut s'arrêter. Cela créerait une explosion de rayons gamma focalisés, sortant de l'avant du vaisseau et anéantissant tout ce vers quoi elle est dirigée, une puissance capable de griller des planètes, qui ainsi, le véhicule que vous avez conçu comme un vaisseau d'exploration pacifique se transforme en une arme apocalyptique qui détruit la civilisation ciblée au moment de son arrivée. Lorsque vous allez dire « bonjour » à un système situé à 4 années-lumière, vous faites exploser tout le quartier au moment où vous frappez à la porte. Les lois de la physique classent la propulsion de distorsion, non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme une arme de destruction massive potentielle. Au-delà de tous ces obstacles physiques, la loi la plus fondamentale de l'univers, la causalité, entre également en jeu. Voyager plus vite que la lumière, selon la théorie de la relativité, est équivalent à voyager dans le temps. Si vous allez à alpha du centaure plus vite que la lumière et revenez immédiatement, selon certains référentiels, vous arriverez sur Terre à un moment antérieur à votre départ. Cela crée des paradoxes insolubles, comme celui de tuer son propre grand-père. La conjecture de protection de la chronologie de Stephen Hawking entre en jeu précisément à ce stade. Hawking a suggéré que les lois de la physique conspirent pour empêcher la construction de machines à remonter le temps. Les bulles de distorsion ont le potentiel de créer ces boucles temporelles appelées courbes temporelles fermées. Pour empêcher la formation de paradoxes, l'univers intensifie les fluctuations du vide quantique au moment où de telles géométries se forment, détruisant ainsi la structure. En d'autres termes, au moment où vous essayez d'activer une propulsion de distorsion, le système s'autodétruit pour protéger la logique fondamentale de l'univers, la relation de cause à effet. Ce n'est pas une erreur d'ingénierie, c'est une soupape de sécurité qui assure la cohérence de la réalité. Nous comprenons maintenant que l'idée de la propulsion de distorsion n'est pas seulement une question de trouver du carburant, matière exotique, instabilité, perte de contrôle, radiation mortelle et paradoxe temporel. Chacun de ces éléments est suffisant pour rendre cette technologie impossible. Mais tous ensemble, ils forment une forteresse infranchissable. Alors que les mathématiques nous donnent la permission, la physique semble nous claquer la porte au nez. Alors, quelles sont les véritables découvertes? C'est malgré tous ces obstacles théoriques que voient Nazca et les scientifiques en laboratoire. Comment cette guerre sur le papier laisse-t-elle une trace dans les champs quantiques du monde réel? Et en suivant ces traces, Yachamp, pouvons-nous vraiment voir la limite ultime de l'univers? Et c'est précisément à ce moment-là que les calculs effectués dans les sombres recoins de la physique théorique nous ont jeté à la figure une vérité qui dépasse les limites de l'entendement humain.
Nous n'avons peut-être pas encore construit de vaisseau de distorsion en laboratoire. Mais les expériences mathématiques menées sur les équations d'Einstein ont commencé à nous livrer des résultats choquants, bouleversants et presque effrayants sur l'architecture de l'univers. Or, ces découvertes sur papier n'ont pas provoqué une révolution silencieuse, mais une crise bruyante. Le premier grand choc a eu lieu en 1994, à ce moment fatidique où Miguel Alcubierre a résolu les équations. Cette découverte n'aurait pas dû exister. On pensait que la théorie de la relativité d'Einstein interdisait formellement le voyage supraluminique. Mais, quand Alcubierre a regardé à l'intérieur des équations, il n'y a pas trouvé une interdiction, mais une autorisation secrète. La découverte était la suivante. Vous n'aviez pas à déplacer le vaisseau spatial. Vous pouviez déplacer l'espace lui-même. Les mathématiques permettaient à l'espace-temps de se courber comme une vague, transportant une zone plate à l'intérieur à des vitesses bien supérieures à celles de la lumière. Et cette découverte théorique pouvait réduire un voyage de 4,3 années-lumière vers Alpha du Centaure à quelques jours, voire quelques heures. La limite de vitesse de 300 000 km par seconde n'était pas dépassée localement, car le vaisseau ne bougeait pas. Mais la bulle d'espace dans laquelle se trouvait le vaisseau pouvait atteindre 10 fois, 100 fois, voire 1000 fois la vitesse de la lumière par rapport au reste de l'univers. Ce n'était pas une tricherie, c'était une solution mathématiquement parfaite, précise, qui respectait même les règles les plus strictes de la relativité générale. Les scientifiques étaient stupéfaits. Ils avaient trouvé une porte dans un mur centenaire. Pourtant, cette euphorie de la victoire a laissé place à l'effroi avec l'émergence de la deuxième découverte. Car lorsqu'Alcubierre a calculé la facture de cette géométrie, le besoin en énergie qui en a résulté semblait se moquer de la réalité physique. La quantité d'énergie nécessaire pour créer cette géométrie ne pouvait pas être décrite par les mots « beaucoup trop ». Les premiers de calcul ont montré que l'énergie négative nécessaire pour créer une seule bulle de distorsion était égale à l'énergie de masse totale de l'univers observable. C'était impossible. Même si vous convertissiez toutes les étoiles, toutes les galaxies de l'univers en énergie, vous ne pouviez pas déplacer un seul vaisseau. Plus tard, les physiciens ont optimisé la géométrie. La quantité d'énergie requise a d'abord été réduite à la masse d'un Soleil, puis à la masse d'un Jupiter, et enfin à la masse d'une sonde, voyager, environ 700 kg. Cela peut sembler une réduction massive, mais il y a un problème. Ces 700 kg devaient être de l'énergie négative, pas positive. La physique connue peut produire de l'énergie négative en laboratoire avec l'effet Casimir. Oui. Mais la quantité produite est de l'ordre d'un millionième de joule. Il y a une différence de trillions, de quadrillions de fois entre la quantité nécessaire et celle que nous pouvons produire. C'est plus grand que la différence entre une montagne et un atome. Les lois de la physique autorisaient la géométrie mathématique Tassens, mais ne fournissaient pas les briques pour la construire. Et maintenant, voici le vrai choc. Même si nous mettions de côté le problème de l'énergie, la troisième découverte a transformé la propulsion de distorsion d'un moyen de transport en un cercueil. Le problème de l'horizon. Les analyses ont montré que dès qu'une bulle de distorsion commence à se déplacer plus vite que la lumière, l'équipage à l'intérieur perd tout contact avec le monde extérieur. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise réception radio. Un signal lumineux envoyé depuis le vaisseau se déplace à 300 000 km par seconde. Mais la paroi, avant de la bulle,
s'éloigne du vaisseau à 600 000 km par seconde ou plus. Par conséquent, aucun signal envoyé depuis l'intérieur du vaisseau ne peut jamais atteindre cette paroi avant qu'il le contrôle. Cette situation est l'un des paradoxes les plus cruels créés par les lois de la physique. C'est que vous ne pouvez pas envoyer le signal nécessaire pour arrêter le vaisseau, car votre signal est plus lent que le vaisseau. Vous ne pouvez pas changer de cap, car le volant est au-delà d'un horizon que vous ne pouvez pas atteindre. Lorsque vous partez pour une étoile à 100 années-lumière, vous êtes en fait des passagers piégés dans un projectile. Vous ne pouvez pas vous arrêter en arrivant à destination. Si vous manquez la cible, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Le modèle mathématique autorisait le voyage, mais il n'autorisait pas le contrôle. Nous n'avions pas construit une Ferrari sans volant, mais un train à grande vitesse sans frein, filant vers l'infini. Pourtant, la quatrième et peut-être la plus glaçante des découvertes a révélé ce qu'était réellement cette technologie, lorsque les scientifiques ont ajouté les effets du milieu interstellaire dans les équations. Ils ont vu que le vaisseau de distorsion n'était pas un messager de paix, mais une machine apocalyptique. L'espace n'est pas complètement vide. Il y a en moyenne un atome d'hydrogène par centimètre cube. Au cours d'un voyage de plusieurs années-lumière, sur des trillions de kilomètres, ces atomes s'accumulent à l'avant de la bulle. Le champ de distorsion balaie ces particules et les emprisonne sur sa paroi avant. À mesure que le vaisseau avance, ces particules sont compressées à des niveaux d'énergie inimaginables. Et les calculs ont montré que lorsque le vaisseau arrive à destination et que la bulle s'effondre, si elle peut être arrêtée, toute cette énergie accumulée pendant le voyage est libérée en un seul instant, sous la forme d'un faisceau focalisé. C'est une explosion de rayons gamma des milliers de fois plus destructrice que l'arme nucléaire la plus puissante que nous puissions imaginer. Lorsque votre vaisseau entre en orbite autour d'une planète pour dire « nous venons en paix », au moment où il s'arrête, il grille l'atmosphère de cette planète, anéantit toute vie à sa surface et stérilise ce monde. Les lois de la physique ont codé la propulsion de distorsion non pas comme un moyen de transport sûr, mais comme une arme de destruction massive à l'échelle galactique. Ces découvertes ne sont pas de simples obstacles d'ingénierie. Ce sont les manières de l'univers de dire « vous ne passerez pas ». Les mathématiques ont entrouvert la porte. Le besoin en énergie l'a claqué à notre nez. Le problème de contrôle l'a verrouillé et le problème de radiation a miné le seuil. Chaque découverte a rendu la précédente encore plus impossible. Mais c'est précisément là que les scientifiques n'ont pas baissé les bras, car toutes ces impossibilités nous murmurent peut-être quelque chose de bien plus précieux que le voyage supraluminique sur la structure profonde de l'univers. Et si ces contraintes n'étaient pas des erreurs? Et si ces murs étaient les piliers porteurs nécessaires à l'existence même de l'univers? Et ces questions nous mènent au domaine le plus effrayant, le plus dérangeant et le plus insoluble de la physique théorique, les paradoxes temporels. Et même si vous résolviez le problème de l'énergie, surmontiez le problème des radiations et parveniez d'une manière ou d'une autre à prendre le contrôle. L'obstacle final qui se dresserait devant vous serait un mur logique impitoyable, protégeant l'histoire de l'univers. Car la propulsion de distorsion n'est pas seulement un moyen d'aller vite dans l'espace. C'est, par définition, une machine à remonter le temps. Et l'univers déteste les machines à remonter le temps. Cette découverte fut un véritable scénario de cauchemar pour les physiciens. Selon la théorie de la relativité restreinte, la simultanéité
n'est pas un concept absolu. L'ordre dans lequel les événements se produisent dépend de la vitesse de l'observateur. Si vous pouvez envoyer un signal ou un vaisseau plus vite que la lumière, pour certains observateurs, ce signal se déplacera en arrière dans le temps. Ce n'est pas un débat philosophique abstrait. C'est une conséquence inévitable des équations. Aller à alpha du Centaure plus vite que la lumière avec un vaisseau de distorsion, puis revenir immédiatement, semble être un simple voyage. Mais, en regardant les diagrammes d'espace-temps, vous faites face à une réalité terrifiante. Avec une certaine combinaison de vitesse et de trajectoire, vous arrivez sur Terre avant même d'être parti. Vous pourriez vous regarder partir. Pire encore, vous pourriez envoyer un message à votre moi passé, lui disant « N'y va pas ». Si vous n'y allez pas, qui a envoyé le message? Si vous recevez le message et n'y allez pas, le message n'a jamais été envoyé. Alors, y êtes-vous allé ou pas? Ce paradoxe du grand-père ou boucle de causalité fait voler en éclats la relation de cause à effet qui est le fondement de la physique. Une cause doit toujours précéder un effet. Si l'effet précède la cause, la prévisibilité, la cohérence et la logique de l'univers s'effondrent. Les physiciens ont été choqués de trouver des solutions permettant l'existence de ces courbes temporelles fermées, CTC. Car cela montrait que la propulsion de distorsion n'était pas seulement un défi d'ingénierie, mais aussi une menace existentielle. Pour aller vers une étoile à 4,3 années-lumière, nous risquions de déchirer le tissu même de la réalité. Pourtant, l'univers n'est pas sans défense contre de tels paradoxes. C'est là qu'intervient la conjecture de protection de la chronologie de Stephen Hawking. Cette découverte est l'exemple le plus frappant de l'agressivité dont la nature peut faire preuve pour protéger ses propres lois. En 1992, Hawking a suggéré que les lois de la physique empêchent activement la construction de machines à remonter le temps. Ce n'était pas une loi, mais une conjecture. Mais chaque calcul effectué depuis 30 ans lui a donné raison. Le mécanisme est le suivant. Dès qu'une bulle de distorsion ou un trou de verre a le potentiel de se transformer en machine à remonter le temps, c'est-à-dire qu'une boucle de causalité est sur le point de se former, les champs quantiques deviennent fous, car les fluctuations du vide, car normalement trop faibles pour être détectées, se replient sur elles-mêmes au seuil de la boucle temporelle, s'alimentant mutuellement pour atteindre une densité d'énergie infinie. C'est similaire à l'effet de l'arsène strident et assourdissant qui se produit lorsque vous approchez un microphone d'un haut-parleur. Mais cela se produit avec la densité d'énergie au lieu d'ondes sonores. Le résultat est une destruction inévitable. La bulle de distorsion est désintégrée par cette explosion d'énergie en une fraction de milliardième de seconde, avant de pouvoir créer le paradoxe. L'univers détruit le vaisseau, les passagers et cette région de l'espace-temps pour préserver sa cohérence. Cette découverte a plongé les scientifiques dans un profond désespoir, car elle impliquait que l'obstacle à la propulsion de distorsion n'était pas technologique, mais une loi physique fondamentale. La nature n'autorisait pas le voyage supraluminique, car cela signifierait autoriser la réécriture de sa propre histoire. Et l'univers ne permet jamais que son histoire soit modifiée. Mais toute cette chaîne d'impossibilités a révélé une vérité plus grande et plus dérangeante, le système de défense en couche. À mesure que les recherches sur la propulsion de distorsion s'approfondissaient, les scientifiques ont remarqué un schéma étrange. L'univers ne comptait pas sur un seul mur pour protéger sa limite de vitesse. C'était comme si quelqu'un avait conçu une série de systèmes de verrouillage imbriqués et redondants pour empêcher le voyage supraluminique.
Le fonctionnement de ce système est le suivant. Lorsque vous essayez de résoudre le problème de la matière exotique, vous êtes confronté au problème de la stabilité. Lorsque vous pensez avoir résolu la stabilité, le problème de l'horizon et de l'incontrôlabilité apparaît. Si vous supposez avoir résolu le problème de contrôle, vous faites face au problème des radiations mortelles. Et si par miracle vous surmontez tout cela, le principe de causalité et le retour quantique portent le coup de grâce. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Les physiciens ont réalisé que chaque obstacle était en fait lié aux autres. Le besoin de matière exotique était lié au théorème de focalisation. Les théorèmes de focalisation dépendaient des conditions énergétiques. Les conditions énergétiques étaient liées à la stabilité, et la stabilité aux fluctuations quantiques. Déverrouiller une serrure en verrouillait une autre, encore plus fermement. Cette découverte était un tableau qui a brisé les rêves de propulsion de distorsion, mais qui a suscité l'admiration pour l'architecture de l'univers. La limite de vitesse cosmique n'était pas une règle de circulation arbitraire, mais un pilier porteur empêchant l'effondrement de la réalité. Si vous l'enleviez, le bâtiment s'effondrerait sur vous. Le monde scientifique était stupéfait. Pendant des années, nous avions pensé que ces équations nous offraient un raccourci vers les étoiles. Mais il s'est avéré que les équations nous expliquaient pourquoi nous ne pourrions jamais prendre ce raccourci, pourquoi nous devions choisir le chemin le plus long. Si bien que ces découvertes semblent être la plus grande déception de l'histoire de l'humanité, elles étaient en fait la preuve de la robustesse, de la protection et de la cohérence de la structure de l'univers. Mais, maintenant, une question plus grande se pose dans nos esprits. Si la nature a verrouillé cette porte si fermement, que se cache-t-il derrière? Et plus important encore, comment le mécanisme de ces verrous, cette danse délicate entre la courbure de l'espace-temps, les champs quantiques et l'énergie négative, fonctionne-t-il techniquement, dans les moindres détails? Quel est exactement ce mécanisme complexe et fascinant qui sous-tend ces processus que les physiciens qualifient de impossibles? Mais comment ces verrous, ces murs et ces mécanismes de défense complexes fonctionnent-ils réellement, si dans les coulisses des processus que les physiciens qualifient de impossibles, comment tournent les rouages fondamentaux de l'univers? Nous devons maintenant nous éloigner un peu du monde des découvertes rapides et choquantes pour plonger dans les profondeurs du laboratoire, au cœur des équations et dans la fine mécanique de l'espace-temps. Car le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Ces détails techniques ne sont pas de simples abstractions mathématiques, ce sont les plans architecturaux de la réalité. Le mécanisme le plus fondamental qui sous-tend la propulsion de distorsion est la flexibilité de l'espace-temps. Pour le comprendre, nous devons cesser de penser à l'espace comme une scène vide et passive. L'espace est plutôt comme un tissu élastique, une feuille de caoutchouc extensible. Dans la physique de Newton, l'espace était une toile de fond immuable sur laquelle se déroulaient les événements. Mais la théorie de la relativité générale d'Einstein a montré que cette toile de fond est en fait un acteur actif du jeu. On peut comparer cette situation au tapis roulant d'un aéroport. Vous vous tenez sur le tapis, vos pieds ne bougent pas. Donc, dans votre propre référentiel local, votre vitesse est de 0. Mais, comme le tapis bouge, vous avancez rapidement par rapport au terminal. Dans la propulsion de distorsion, le tapis roulant est l'espace lui-même. Le vaisseau spatial reste immobile dans une petite bulle appelée espace plat. Le tissu spatial devant cette bulle se contracte, c'est-à-dire que le tapis est tiré vers l'intérieur. Le tissu spatial derrière la bulle se dilate, c'est-à-dire que le tapis est poussé vers l'extérieur. Ce mouvement de traction et de poussée
propulse la bulle et le vaisseau à l'intérieur vers l'avant. Physiquement, cela est décrit dans les équations du champ d'Einstein par un objet mathématique appelé tenseur métrique. Le tenseur métrique définit la distance entre deux points dans l'espace. Devant la bulle de distorsion, les valeurs de ce tenseur diminuent, c'est-à-dire qu'une distance physique d'1 km se comporte soudainement comme si elle était réduite à 1 mètre. Derrière, une distance d'1 mètre s'étend à 1 km. Le vaisseau ne dépasse jamais localement la vitesse de la lumière, c égale 300 000 km par seconde. Mais le morceau d'espace dans lequel il se trouve glisse à 10, c, 100, c ou 1000 c par rapport au reste de l'univers. La relativité restreinte interdit aux objets d'aller plus vite que la lumière dans l'espace. Mais elle ne fixe aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se dilater ou se contracter. L'expansion de l'univers d'une taille de proton à celle d'un pamplemousse en une infime fraction de seconde. 10 puissance moins 32 secondes. Après le Big Bang est la plus grande preuve de ce mécanisme. La différence avec l'ancienne technologie des fusées est frappante. Les fusées traditionnelles fonctionnent sur le principe de l'action-réaction. Elles sont propulsées vers l'avant en éjectant de la masse par l'arrière, en brûlant du carburant. Avec cette méthode, votre masse augmente à mesure que vous accélérez, et l'énergie nécessaire pour accélérer davantage augmente de façon exponentielle. Il faut une énergie infinie pour approcher la vitesse de la lumière. Avec la propulsion de distorsion, il n'y a pas d'accélération. Les passagers ne sont pas plaqués contre leur siège. Ils ne ressentent aucune force G. Même au moment de passer de 0 à 10 fois la vitesse de la lumière, leur café ne se renverse pas, car techniquement, ce ne sont pas eux qui bougent, mais l'espace autour d'eux. Ce mécanisme est si efficace car il sépare le concept de mouvement du concept de déplacement. Le vaisseau ne bouge pas, par vertical, il se déplace. Le deuxième mécanisme critique nécessaire au fonctionnement de cette géométrie est la densité d'énergie négative. C'est le concept le plus contre-intuitif. La matière normale, énergie positive, courbe l'espace-temps comme une boule de bowling courbe une nappe en caoutchouc, c'est-à-dire qu'elle tire vers l'intérieur, créant un creux. C'est la gravité. Mais pour compresser l'espace devant la bulle de distorsion et dilater celui derrière, vous devez pousser l'espace-temps. On peut comparer cela au gonflage d'un ballon. Une pression positive, soufflée, pousse la surface du ballon vers l'extérieur et la dilate. Une pression négative, aspirée, tire la surface vers l'intérieur, dans la propulsion de distorsion pour dilater ou gonfler l'espace derrière le vaisseau. Nous avons besoin d'une matière exotique, c'est-à-dire d'énergie négative. Cette matière crée un effet exactement inverse à la gravité. Elle repousse l'espace. Mathématiquement, dans le tenseur énergie-impulsion T mu nu, du côté droit des équations d'Einstein, le terme de densité d'énergie doit être inférieur à 0. En mécanique quantique, cette situation a été observée avec l'effet Casimir. Lorsque deux plaques métalliques sont rapprochées, très près, l'une de l'autre dans le vide, à l'échelle du micron, les fluctuations quantiques entre elles sont moindres que celles à l'extérieur. Cela signifie qu'il y a moins d'énergie entre les plaques que dans l'espace vide extérieur, c'est-à-dire de l'énergie négative. Mais la quantité d'énergie négative produite par l'effet Casimir est extrêmement faible, de l'ordre d'1 milliardième de joule par mètre cube.
La quantité requise pour la propulsion de distorsion est colossale. Pour la première métrique d'Alcubierre, nécessitait une masse négative de 10 puissance 64 kg, plus que la masse de l'univers. Plus tard, avec les métriques optimisées de Vandenbroek, cette quantité a été réduite à 10 puissance moins 3 masses solaires, soit quelques masses de Jupiter. Les conceptions d'anneaux de distorsion toroïdaux en forme de beignets de Harold White ont réduit cette quantité à 700 kg. Pourtant, 700 kg d'énergie négative représentent des trillions de fois la quantité de l'ordre du nanogramme que nous pouvons produire en laboratoire. Ce mécanisme fonctionne car les équations de la relativité générale ne dictent pas le type d'énergie que la matière doit avoir. Elles disent simplement comment l'espace se courbera s'il y a de l'énergie. Alors, si vous mettez de l'énergie négative dans l'équation vous donne une gravité répulsive et une géométrie de distorsion. Le problème n'est pas dans l'équation. Il est de trouver cette énergie avec un signe moins. Le troisième mécanisme est la structure de l'horizon et la connexion causale. Lorsqu'une bulle de distorsion se forme, la géométrie de l'espace-temps crée des frontières qui ressemblent à l'horizon des événements d'un trou noir, mais qui fonctionnent de manière inverse. Dans les trous noirs, l'horizon est une frontière de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut sortir. Dans la bulle de distorsion, en particulier celles qui vont plus vite que la lumière, des horizons se forment qui coupent le flux d'informations de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. On peut comparer cela à un avion supersonique qui franchit le mur du son. Lorsque l'avion dépasse la vitesse du son, les ondes sonores derrière lui ne peuvent pas le rattraper. L'avion va plus vite que son propre son. Si le pilote à l'intérieur de l'avion crie à un observateur derrière, sa voix ne sera pas entendue. Dans la bulle de distorsion, le vaisseau franchit le mur de la lumière. La paroi, avant de la bulle, s'éloigne plus vite que les signaux lumineux envoyés par le vaisseau. Le vaisseau n'est pas en retard sur sa propre lumière. Sa propre lumière ne peut pas rattraper la paroi avant de la bulle. Physiquement, cela est représenté dans les diagrammes d'espace-temps par l'inclinaison de la structure du cône de lumière. Normalement, le cône de lumière futur d'un événement englobe tous les chemins que la lumière peut emprunter. Dans le champ de distorsion, ces cônes sont si violemment inclinés que le futur du vaisseau peut se mélanger avec le passé à l'extérieur de la bulle, ou être complètement isolé. Cette isolation est la source principale du problème de contrôle. Le vaisseau devient ingérable de l'intérieur. Pour changer la paroi avant d'une bulle se déplaçant à 600 000 km par seconde, vous devez y envoyer un signal. Mais votre signal ne peut se déplacer qu'à 300 000 km par seconde au maximum. Le signal n'atteindra jamais la paroi. Ce mécanisme distingue la propulsion de distorsion de toutes les autres méthodes de transport. Une voiture, buckshot, un train ou une fusée est en interaction constante avec son environnement. Le vaisseau de distorsion, lui Kish, voyage dans son propre univers privé, sur un îlot causalement déconnecté. C'est efficace car il n'y a pas de friction, pas de résistance de l'air, et une interaction minimale avec la poussière cosmique. Théoriquement laxa, à l'exception du problème d'accumulation. Le vaisseau glisse avec le tissu de l'univers, sans frotter contre lui. Mais cette isolation rend également le vaisseau aveugle et sourd. Les informations de l'extérieur ne peuvent pas non plus atteindre le vaisseau, car le vaisseau fuit l'information. Même la lumière des étoiles ne peut pas rattraper le vaisseau par l'arrière. Les passagers verraient une obscurité absolue derrière eux
et devant eux, si l'horizon le permet, un mur de radiation aveuglante, décalé vers le bleu. Donc ces détails techniques montrent que la propulsion de distorsion n'est pas seulement une question d'aller vite, mais de réécrire fondamentalement les règles de l'espace-temps. Espace flexible, énergie négative et structure d'horizon. Chacun de ces mécanismes repousse les limites des lois physiques que nous connaissons, les étire et parfois les brise. Mais, dans les profondeurs des équations, il pourrait y avoir d'autres astuces géométriques qui attendent d'être découvertes, qui pourraient nous permettre de surmonter ces problèmes. Les physiciens, en travaillant sur des solutions de distorsion à énergie positive, tentent de contourner ces contraintes en modifiant la façon dont l'espace-temps se courbe. Et parmi ces astuces géométriques, celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de réflexions, d'articles, et qui est peut-être notre seule véritable issue réaliste ces dernières années. Ce sont les géométries à énergie positive, fatiguées de se heurter à la barrière de l'énergie négative. Les physiciens ont inversé la question. Comment pouvons-nous créer un effet de type warp sans utiliser de matière exotique, mais seulement avec l'énergie positive dont nous disposons? C'est comme un cuisinier qui essaierait de faire un gâteau sans farine ni sucre, juste avec des légumes. Le résultat ne sera peut-être pas exactement un gâteau, mais peut-être quelque chose qui remplit la fonction d'un gâteau, c'est-à-dire qui vous nourrit. Et cette nouvelle approche a donné naissance au concept de propulsion de distorsion subluminique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse de la lumière. L'idée est la suivante. Au lieu d'essayer de dépasser la vitesse de la lumière, utilisons la mécanique de distorsion pour atteindre des vitesses très proches de celles de la lumière. Dépasser la vitesse de la lumière, Sackpot, ou être supraluminique, nécessite de la matière exotique et crée des paradoxes de causalité. Mais atteindre 99% de la vitesse de la lumière, ou 0,99, élimine théoriquement la plupart de ces problèmes. C'est comme un jet volant juste avant de franchir le mur du son. Vous ne créez pas d'onde de choc. Il n'y a pas de bang sonique, mais vous allez quand même incroyablement vite. Donc physiquement, ce mécanisme est basé sur le fait de tirer l'espace-temps en distribuant l'énergie positive de manière très spécifique, au lieu de le pousser avec de l'énergie négative. Des physiciens comme Bobrick et Martyr, dans un article publié en 2020 et 1, ont montré que de la matière normale disposée en une coque sphérique pouvait courber l'espace-temps à l'intérieur pour qu'il s'écoule différemment de l'extérieur. Cette coque agit comme un bouclier gravitationnel. Elle sépare le flux temporel intérieur du flux temporel extérieur. Si vous ajustez correctement la masse et la densité de la coque, vous pouvez ralentir ou accélérer le temps à l'intérieur, bien que cela ne déplace pas le vaisseau, mais en modifiant les propriétés du morceau d'espace dans lequel se trouve le vaisseau. Cela modifie les effets de l'accélération pour un observateur extérieur. Par exemple, normalement, en approchant de la vitesse de la lumière, votre masse tend vers l'infini et vous ne pouvez plus accélérer. Dans ces nouvelles géométries, l'effet d'augmentation de la masse peut être supprimé. Il pourrait ainsi être possible d'approcher la vitesse de la lumière avec beaucoup moins d'énergie. Comparons cela aux fusées traditionnelles, avec une fusée chimique. Comme Saturne 5, il faut 7 mois pour aller sur Mars. Avec des fusées thermiques nucléaires, ce temps peut être réduit à 3 mois. Mais aller vers l'étoile la plus proche prendrait 70 000 ans, même avec notre meilleure technologie. Avec une propulsion de distorsion subluminique, si vous pouviez atteindre 90% de la vitesse de la lumière,
Le voyage vers Alpha du Centaure ne prendrait que 5 ans, temps terrestre. Pour les passagers, en raison de la dilatation du temps, ce voyage serait ressenti comme durant 2,5 ans. Ce n'est peut-être pas aussi rapide qu'une propulsion de distorsion supraluminique, mais c'est une amélioration miraculeuse par rapport à 70 000 ans. Et surtout, cela ne nécessite pas d'énergie négative. Ce mécanisme est efficace car au lieu d'essayer de réaliser l'impossible, il repousse les limites du possible. Au lieu de briser les lois de la physique en House, il les courbe jusqu'à leur extrême limite. Le deuxième mécanisme alternatif est celui des ondes solitons, ce concept décrit en physique des ondes qui se propagent sans se disperser, en conservant leur forme. Les vagues de tsunami qui parcourent des kilomètres dans l'océan sans se déformer sont des solitons. Des ondes similaires peuvent être créées dans le tissu de l'espace-temps. Ce mécanisme permet à la bulle de distorsion de progresser comme une structure autonome et stable. Les solitons à énergie positive proposés par Eric Lentz en 2021 fonctionnent en courbant l'espace-temps de manière hyperbolique. Au lieu de la bulle sphérique d'Alcubierre, la conception de Lentz utilise une structure complexe, semblable à un plasma. Cette structure crée des motifs en forme de losange dans le tissu de l'espace-temps. Ces motifs ne nécessitent qu'une densité d'énergie positive. Donc, théoriquement, vous pourriez créer cette onde avec un plasma ou un champ électromagnétique suffisamment dense. Pas besoin de matière exotique ni de masse négative. En examinant les détails physiques, cette solution utilise des composantes du vecteur de décalage hyperbolique des équations d'Einstein qui étaient auparavant ignorées. Alors que les solutions traditionnelles se concentraient uniquement sur la dilatation et la contraction de l'espace. La solution de Lentz prend également en compte la torsion et le glissement de l'espace. Selon les calculs de Lentz, l'énergie requise pour un vaisseau spatial de 100 mètres de diamètre est équivalente à des centaines de fois la masse de Jupiter. Oui, c'est encore un chiffre colossal, mais ce n'est pas de l'énergie négative impossible, mais de l'énergie positive difficile sur le plan de l'ingénierie. Nous ne pouvons même pas produire un gramme d'énergie négative, mais l'énergie positive est abondante dans l'univers. Nous devons juste trouver comment la concentrer. Ce mécanisme de soliton est révolutionnaire par rapport aux théories de distorsion traditionnelles, car c'est la première conception de warp drive qui entre dans la catégorie physiquement constructible. Les anciennes conceptions commençaient par « si nous avions une substance magique ». Cette conception commence par « si nous avons assez d'énergie ». La différence est celle entre un fantasme et un projet d'ingénierie. Ce mécanisme est efficace car il réduit le problème d'une impasse existentielle à une difficulté logistique. Nous pouvons travailler à réduire le besoin en énergie, mais nous ne pouvons pas travailler à créer une substance qui n'existe pas. Le troisième, et peut-être le plus spéculatif des mécanismes, est basé sur les théories de la gravitation modifiée. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent supposait que la théorie de la relativité générale d'Einstein, barre verticale, la RG, barre verticale, était correcte à 100%. Mais les physiciens pensent que la RG est insuffisante à grande échelle pour expliquer la matière noire et l'énergie noire. C'est pourquoi des théories alternatives ont été développées, comme la gravité F de R ou la théorie de Brans-Dicke. Ces théories modifient légèrement les règles de la courbure de l'espace-temps. On peut comparer cela à la mise à jour des règles d'un jeu. Dans la version d'Einstein, il y a la règle « pas de warp sans énergie négative », alors que dans une version modifiée, cette règle peut être assouplie. Par exemple,
dans certaines théories modifiées. La relation énergie-impulsion requise pour courber l'espace-temps est différente. Dans ces théories, même la matière normale peut, sous certaines conditions, comme des densités très élevées ou des champs magnétiques puissants, créer des effets similaires à une pression négative. Physiquement, cela est possible dans des modèles où la constante gravitationnelle, G, n'est pas une constante universelle, mais une variable qui dépend du champ, un champ scalaire. Si G peut être modifié localement autour de la bulle de distorsion, alors la quantité et le type d'énergie requise changent également. Certains calculs suggèrent que dans le cadre de ces théories, l'énergie nécessaire pour une propulsion de distorsion pourrait être réduite de la masse d'une planète à celle d'un astéroïde environ 10 puissance 18 kg. Cela représente encore 10 milliards de tonnes d'énergie, mais nous ne sommes plus à des échelles astronomiques, mais à des échelles de méga-ingénierie. Cette approche place la recherche sur la propulsion de distorsion sur un tout nouveau terrain, car elle montre que la solution pourrait ne pas résider dans la modification du vaisseau ou du moteur, mais dans la modification de notre compréhension de la physique. Si nous comprenons mal la gravité, peut-être que créer une distorsion est beaucoup plus facile que nous le pensons, ou, au contraire, beaucoup plus difficile. Ce mécanisme est efficace car il nous rappelle que l'espace des possibilités n'est pas encore entièrement cartographié. Si la physique que nous connaissons ne le permet pas, peut-être que la physique que nous ne connaissons pas le permet. Voilà donc tous ces mécanismes. L'espace flexible, les ondes solitons, les solutions subluminiques et la gravité modifiée. Ils nous disent tous la même chose. La porte de l'univers est peut-être verrouillée, mais peut-être que la fenêtre est ouverte. Au lieu de nous heurter au mur de l'énergie négative, nous cherchons des moyens de le contourner, de creuser un tunnel en dessous ou d'assouplir un peu les règles. Et ces manœuvres théoriques sur le papier nous sortent maintenant du domaine de la simple expérience de pensée pour nous préparer à un avenir concret, mesurable et peut-être constructible. Mais ce qui est vraiment excitant au-delà de toutes ces discussions théoriques, de ces équations mathématiques et de ces modèles abstraits, c'est que les scientifiques commencent maintenant à voir des choses en laboratoire dans le monde réel. Car la théorie ne peut aller que jusqu'à un certain point. À la fin, vous devez demander à la nature « est-ce possible ?» et obtenir la réponse par l'expérience. Et maintenant, ces expériences, dans le monde des lasers, des chambres à vide et des détecteurs microscopiques, commencent à nous raconter une histoire inattendue, à couper le souffle. Et juste au moment où nous pensions être coincés en laboratoire, à l'échelle microscopique. Le vrai miracle s'est produit. Nous devions détourner nos yeux des microscopes pour les tourner vers les télescopes. Car la nature, ce que nous disions théoriquement impossible, l'a peut-être déjà fait à l'échelle cosmique. Pendant que les physiciens se débattaient avec des équations sur des tableaux noirs. Les astronomes ont peut-être trouvé la trace de propulsion de distorsion naturelle dans les profondeurs de l'espace. C'est la plus grande ironie de l'histoire de l'humanité. Pendant que nous débattons de la manière de le faire, l'univers le fait peut-être depuis des milliards d'années. Et maintenant, ces preuves cosmiques frappent à notre porte pour être confrontés aux données que nous possédons. Le premier moment épique fut la découverte des ondes gravitationnelles. C'était le silence le plus assourdissant que l'humanité ait jamais entendu. Le 14 septembre 2015, les détecteurs LIGO ont capté un signal provenant de 1,3 milliard d'années-lumière, la collision de deux trous noirs.
Cet événement était la preuve ultime, indiscutable, que l'espace-temps pouvait être courbé. Mais, ce qui était vraiment choquant, c'était l'énergie de cette collision. En une infime fraction de seconde, alors que ces deux trous noirs fusionnaient, ils ont libéré dans l'espace une énergie équivalente à 3 masses solaires sous forme d'ondes gravitationnelles pures. Cette quantité d'énergie était plus de 50 fois supérieure à l'énergie lumineuse totale émise à ce moment-là par toutes les étoiles, toutes les galaxies de l'univers. En un seul événement, une puissance qui a éclipsé la luminosité de l'univers tout entier. Et cette puissance ne s'est pas propagée sous forme de lumière ou de matière, mais comme une vibration dans le tissu même de l'espace. Pourquoi cette découverte est-elle si critique? Parce qu'elle nous a montré à quel point l'espace-temps est rigide, résistant, mais aussi à quel point il peut être courbé avec une énergie colossale. Nous connaissions théoriquement la quantité d'énergie nécessaire pour courber l'espace, mais le voir en pratique, dans un événement naturel, a tout changé. Les énergies impossibles, calculées par Alcubierre, existaient dans la nature. L'univers pouvait produire ces énergies et faire onduler l'espace-temps comme un drap. C'était la première preuve concrète que la densité d'énergie requise pour une propulsion de distorsion pouvait exister physiquement dans l'univers. Le monde scientifique a été ébranlé, car l'énergie impossible était maintenant descendue dans la catégorie de l'énergie difficile. Les théories ont quitté le papier pour rencontrer la réalité violente de l'univers. Le deuxième moment épique a eu lieu avec la compréhension de la nature de l'énergie noire, l'un des plus grands mystères de la cosmologie. C'était le plus grand secret de l'univers. En 1998, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, mais au contraire, qu'elle accélérait. Quelque chose repoussait les galaxies les unes des autres. Cette force répulsive constituait 68% de l'univers, et ses propriétés correspondaient exactement à la matière exotique requise pour la propulsion de distorsion. Une pression négative. L'énergie noire, contrairement à la gravité qui attire l'espace-temps vers l'intérieur, le repoussait vers l'extérieur. C'était exactement ce dont Alcubierre avait besoin pour dilater l'arrière de sa bulle de distorsion. L'univers était rempli du carburant de la propulsion de distorsion. Non seulement il était plein, mais l'univers lui-même était fait de ce carburant. Les chiffres étaient ahurissants. Chaque mètre cube d'espace vide dans l'univers contenait environ 10 puissance moins 9 joules d'énergie. Cela peut sembler peu, mais multiplié par le volume de l'univers. L'énergie totale qui en résulte est 14 fois supérieure à la somme de toute la matière et du rayonnement. L'univers s'étendait selon le principe de la propulsion de distorsion. À mesure que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, l'espace entre elles pouvait se dilater plus vite que la lumière. C'était la plus grande preuve que la règle « l'espace ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière » était déjà violée à l'échelle cosmique. Ou plutôt, que la règle ne s'appliquait pas à l'espace lui-même. Cette découverte a enterré l'argument selon lequel il n'y a pas d'énergie/pression négative dans la nature. Il y en avait, et partout. Le problème n'était pas son existence barre verticale, mais comment la collecter et la mettre dans un moteur. Les scientifiques étaient alors sous le choc. La substance magique que nous cherchions était sous nos yeux. Nous n'avions simplement pas de récipient pour la contenir. Les théories ont évolué de la matière impossible à la matière encore incontrôlable. Le troisième moment épique est venu du monde quantique, avec la découverte du couple de Casimir.
Ce fut une révolution microscopique. En 2011, des scientifiques ont théoriquement suggéré que l'effet Casimir n'était pas seulement une force attractive, mais qu'il pouvait aussi créer un couple, une force de rotation, capable de faire tourner des objets. Et en 2021, cela a été prouvé. Pourquoi est-ce si important? Parce que Harold White et son équipe, en étudiant cet effet, ont remarqué quelque chose par hasard. La distribution de la densité d'énergie autour des nanostructures dans leur laboratoire présentait une ressemblance troublante avec la distribution d'énergie négative requise par la bulle de distorsion d'Alcubierre. Et cela ne pouvait pas être une coïncidence. White, travaillant sur un projet financé par la DARPA, a annoncé qu'il avait en fait découvert, par accident, une géométrie de microbulles de distorsion. Cette structure n'était pas une véritable bulle de distorsion. Elle ne bougeait pas. Mais, mathématiquement, elle avait créé le profil de densité d'énergie négative qu'une bulle de distorsion devrait avoir, à une échelle microscopique et en laboratoire. C'était le premier pas du monde abstrait de la physique théorique vers le monde concret de l'ingénierie. Les chiffres étaient de microscopiques, des énergies de l'ordre du femtojoule à l'échelle du nanomètre. Mais ce n'était pas zéro. C'était comme l'avion en papier fait avant l'avion des frères Wright. Il ne volait peut-être pas, mais il prouvait le principe du vol. Cela a provoqué un séisme dans le monde scientifique, car, pour la première fois, quelqu'un avait utilisé les mots « champ de distorsion », non pas dans un roman de science-fiction, mais dans un article scientifique évalué par des pairs, avec des données expérimentales. Une fissure microscopique s'était ouverte dans le mur de l'impossibilité. Le quatrième et plus dramatique moment est peut-être lié au mystère des sursauts radio rapides, FRB, que nous ne pouvons pas encore nommer complètement, mais que les données indiquent. C'est le point culminant d'une histoire de détective cosmique. Découvert en 2007, ces sursauts libéraient en quelques millisecondes autant d'énergie que le Soleil en 100 ans. Mais, ce qui était vraiment choquant, c'est que certains de ces signaux étaient répétitifs. Des sources comme FRB 121, 102 envoyaient des sursauts irréguliers mais continus. Et certains scientifiques, en examinant les propriétés de ces signaux, ont avancé une hypothèse folle. Et si ce n'était pas des événements naturels? Et s'il s'agissait des fuites de transmetteurs laser de la taille d'une planète, utilisés pour propulser d'immenses voiles solaires voyageant entre les galaxies? Cette hypothèse de technosignature a été sérieusement débattue par des noms respectés, comme le physicien de Harvard, Saint Avilob. Si cela était vrai, l'énergie de ces signaux était très proche des niveaux d'énergie impossibles que nous avions calculés pour la propulsion de distorsion. Cela montrait qu'une civilisation utilisait l'énergie stellaire pour accélérer ses vaisseaux interstellaires, même si ce n'était pas une propulsion de distorsion. Cela signifiait que produire et contrôler l'énergie nécessaire au voyage interstellaire est physiquement possible. Les chiffres étaient vertigineux. La source d'un FRB libérait 10 puissance 38 ergs d'énergie en 1 millième de seconde. C'était des trillions de fois l'énergie produite par l'humanité tout au long de son histoire. Et cette énergie arrivait sous la forme d'un faisceau étroit et focalisé. Les événements naturels se propagent, généralement, dans toutes les directions. Ils sont isotropes. Les lasers ou les systèmes de propulsion sont focalisés. Cette focalisation augmentait les soupçons d'artificialité. Si quelqu'un dans l'univers pouvait jouer avec ces niveaux d'énergie, les barrières énergétiques que nous appelions impossibles n'étaient que le reflet de notre propre insuffisance technologique. Cette pensée a provoqué un changement de paradigme dans le monde scientifique.
nous avons commencé à dire non pas « c'est infaisable », mais « nous ne pouvons pas encore le faire ». Et le cinquième, le plus récent et le plus épique des moments, fut la mesure du gravitomagnétisme. C'était la prédiction la plus difficile, la plus subtile et la plus critique de la théorie d'Einstein. Elle disait que les grandes masses en rotation ne se contentaient pas de courber l'espace-temps, mais qu'elles l'entraînaient aussi, comme un tourbillon, un effet appelé frame dragging. Le satellite Gravity Probe B a été lancé en 2004 pour mesurer cet effet. Et les résultats ont une fois de plus donné raison à Einstein. La Terre, en tournant sur elle-même, entraînait l'espace-temps avec elle. Cet effet était très faible. Seulement 37 milliards de secondes par an, soit un 10 millième de degré. Mais son existence était certaine. Pourquoi est-ce épique ? Parce que la propulsion de distorsion et d'autres systèmes de propulsion exotiques reposent précisément sur ce principe, sur le fait que l'espace-temps peut être entraîné par des flux de masse et d'énergie. Si la Terre, simplement en tournant, peut entraîner l'espace, alors des flux d'énergie beaucoup plus intenses peuvent entraîner, courber et même former une bulle de distorsion de manière beaucoup plus violente. Cela a prouvé que l'idée de manipuler l'espace n'était pas un fantasme théorique, mais une réalité physique mesurable. L'espace-temps n'était pas une toile de fond divine, intouchable et immuable. C'était un objet physique qui pouvait être courbé, tourné, entraîné. Et si c'était un objet physique, il pouvait faire l'objet d'ingénierie. Voilà donc ses découvertes. L'espace vibrant sous la collision de trous noirs. L'énergie noire poussant l'univers. Les microchamps de distorsion apparaissant dans les laboratoires. Les sursauts radio brillants comme des lasers cosmiques et le temps entraîné par les planètes en rotation. Tout crie une seule vérité. L'univers est bien plus dynamique, bien plus flexible et bien plus manipulable que nous ne le pensions. Les murs de l'impossibilité ne sont peut-être pas aussi solides que nous le croyons. Peut-être que ces murs ne sont que des portes que nous ne savons pas encore frapper assez fort. Alors, quelle est la signification ultime de toutes ces découvertes épiques, de ces chiffres records et de ces théories ébranlées? Pour nous, cette espèce curieuse confinée sur Terre, que signifient ces preuves cosmiques? Atteindre les étoiles n'est-il qu'une question de temps? Ou n'avons-nous pas encore appris la dernière et la plus grande leçon que l'univers nous réserve? Et la signification ultime de ces preuves cosmiques va bien au-delà d'une simple démonstration technologique pour l'humanité. Mais ces découvertes montrent que l'univers ne nous dit pas passivement non, mais au contraire, de manière extrêmement active, violente et presque provocatrice. Tu peux le faire, mais tu devras en payer le prix. Chaque événement épique que nous observons, chaque explosion d'énergie record et chaque courbure de l'espace-temps dansent sur cette ligne fine et dangereuse entre ce qui est théoriquement possible et ce qui est pratiquement réalisable. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes les étudiants les plus curieux, les plus audacieux et peut-être les plus naïfs de cet immense laboratoire cosmique. Et l'un des moments les plus choquants, les plus bouleversants de ce processus d'apprentissage a été celui où le débat sur la question de savoir si l'intrication quantique dépassait la limite de vitesse a finalement été tranché. C'était le Saint Graal de la physique. Einstein s'en était moqué en l'appelant « action fantomatique à distance ». En 2017, lorsque des scientifiques chinois ont utilisé le satellite Messius pour envoyer des photons intriqués de l'espace vers la Terre sur une distance de 1200 km.
le monde a retenu son souffle. C'était un record. Les expériences précédemment menées sur des tables de laboratoire, sur quelques mètres, étaient pour la première fois portées à l'échelle spatiale. Et le résultat, le transfert d'informations Nagakasho, ou la corrélation d'état entre les deux particules s'est produit au moins 10 000 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Instantanément, sans aucun délai. Les chiffres étaient ahurissants. La distance de 1200 km aurait pris 4 millisecondes, même à la vitesse de la lumière. Mais l'intrication a ignoré cette distance. La précision de nos mesures indiquait que la vitesse pouvait être infinie. 10 000 fois la vitesse de la lumière était la limite inférieure que nous pouvions mesurer. La vitesse réelle était probablement infinie. C'était la première preuve concrète, expérimentale, basée dans l'espace, que le concept de distance dans l'univers pouvait devenir totalement dénué de sens au niveau quantique. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons vu les limites classiques de l'espace-temps se vaporiser complètement au niveau quantique. Comment était-ce possible? La théorie de la relativité dit qu'aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Mais la mécanique quantique contournait cette règle en assouplissant la définition de l'information. L'intrication ne faisait pas de transfert de données au sens classique. Elle unifiait deux points distincts de l'univers en une seule fonction d'onde. Pourquoi est-ce crucial pour la propulsion de distorsion? Parce que cela nous montrait qu'à certains niveaux de l'univers, il n'est pas obligatoire de parcourir le chemin entre le point cette tension, cet équilibre, est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ne pas pouvoir faire de propulsion de distorsion ne nous diminue pas. Au contraire, continuer à vivre en connaissant ses limites nous honore. Car le plus grand courage n'est pas d'ignorer les limites, mais de pouvoir construire une vie pleine de sens à l'intérieur de ces limites. Nous savons maintenant que le voyage ne sera pas comme nous le pensions. Ce scénario de science-fiction où nous crions vers les étoiles, appuyons sur l'accélérateur et nous réveillons quelques heures plus tard sur un autre monde, restera, du moins pour l'instant, un rêve auquel les lois de la physique ont opposé leur veto. Nous n'aurons peut-être pas de vaisseau supraluminique, de moteur courbant l'espace-temps. Ces raccourcis sont fermés. Ces tunnels sont effondrés. Ces portes sont verrouillées. Mais cela ne signifie pas que le voyage est terminé. Cela signifie seulement que la nature du voyage a changé. Nous évoluons d'un déplacement physique à un approfondissement mental et scientifique. Nous entrons dans l'ère du comprendre d'ici, au lieu d'aller là-bas. Et peut-être que ce nouveau voyage sera bien plus difficile, bien plus ardu, mais finalement bien plus satisfaisant que le premier. Car lorsque l'univers nous a fermé la porte, il a en fait ouvert la fenêtre et nous a montré le paysage. Dans ce paysage, il n'y a pas seulement des étoiles, il y a nous, nos limites, notre potentiel et surtout, cette curiosité insatiable qui nous pousse à résoudre ce mystère immense. La propulsion de distorsion était un rêve. Mais les vérités que nous avons trouvées en la recherchant sont bien plus solides, bien plus durables que les rêves. Le voyage ne se termine pas. Il change simplement de direction. Pas vers l'extérieur, le lointain, Dieu, le plus rapide, mais vers l'intérieur, le profond, le plus fondamental. Et en regardant depuis cette base, depuis ce point le plus profond, l'univers a un dernier mot, un dernier message pour nous. Pour entendre ce message, nous devons éteindre le bruit des moteurs et écouter le silence. En conclusion, le voyage plus rapide que la lumière.
du moins selon notre compréhension actuelle et les règles strictes que nous montre l'univers, semble destiné à rester un laboratoire théorique plutôt qu'un objectif d'ingénierie. Les mathématiques nous le permettent. Les équations entr'ouvrent la porte. Notre imagination ne connaît pas de limites. Mais la réalité physique dresse devant cette porte un mur infranchissable, tissé de barrières énergétiques, d'instabilité quantique et de principes de causalité. Nous vivons dans un univers qui dit « tu peux le faire, mais tu ne peux pas en payer le prix ». Cette situation, à première vue, peut être ressentie comme une grande déception pour l'humanité, une condamnation à une prison cosmique. Notre désir de toucher les étoiles se brise contre le mur de la vitesse de la lumière. Pourtant, nous ne revenons pas de ce voyage les mains vides. La connaissance que nous avons acquise en recherchant la propulsion de distorsion est bien plus précieuse que le vaisseau que nous n'avons pas pu construire. Nous avons appris sur le tissu de l'univers, là, la nature de l'énergie et le fonctionnement du temps, en défiant cette impossibilité. Découvrir nos limites est en fait le moyen le plus sûr de définir notre potentiel. Peut-être que l'univers, en nous gardant sur cette planète, nous rend le plus grand des services. Il nous protège de notre propre pouvoir destructeur, nous donne le temps de mûrir et nous force à regarder non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Nous ne pourrons peut-être pas aller vers les étoiles, mais nous pouvons les comprendre. Même si nous ne pouvons pas y être physiquement, nous avons déjà atteint les coins les plus reculés de l'univers avec notre esprit, notre science et notre curiosité. Nous sommes le moyen par lequel cet univers se connaît lui-même. Et cette mission est plus sacrée que n'importe quel vaisseau stellaire. Si nous ne pouvons pas franchir la barrière de la vitesse de la lumière, alors nous devons devenir la lumière elle-même, la connaissance, la compréhension et la conscience. Car la lumière est le voyageur le plus rapide de l'univers. Et nous sommes les témoins de ce voyage. Merci de nous avoir accompagnés dans ce long et profond voyage. Si vous voulez continuer à repousser les limites de l'univers, à poursuivre l'impossible et à explorer les confins de la science, vous pouvez montrer que vous faites partie de ce voyage en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez notre équipage cosmique en cliquant sur le bouton « S'abonner », car dans la prochaine vidéo, peut-être que nous parlerons de ce qui se cache derrière ce mur. Restez curieux, restez avec la science et n'arrêtez jamais de regarder le ciel. Au revoir.